rétroversé avec une dame qui est un peu forte, là, effectivement, vous avez le droit de faire l'endovaginal. Et quand vous allez faire l'endovaginal, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés pour mesurer la longueur crânio-caudale, parce qu'avec l'endovaginal, vous ne pouvez pas tourner autour du fœtus, ou alors vous allez faire très mal à la patiente. Bon, donc là, je vais avancer sur les mauvaises longueurs crânio-caudales pour vous dire que vous voyez, entre un fœtus qui est plutôt hyper fléchi, je vais le trouver à 70, et un fœtus presque normofléchi, voire un peu en extension, je vais trouver 78, et 8 mm, ça va changer complètement mon interprétation de cette échographie. Donc, voilà la courbe de Robinson avec les longueurs crânio-caudales, donc je ne reviens pas dessus. Je vais revenir juste sur cette diapositive-là, je sais que je vous casse les pieds avec ça, mais c'est pour vous donner un exemple de l'interprétation de la nuque, mais bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser pour l'interprétation de la PAP A et des bêta-HCG, c'est la même chose pour le risque combiné. Si vous mesurez un fœtus à 55 mm, d'accord, et que vous trouvez une nuque à 2 mm, puisque la médiane des nuques à 55 mm est de 1, vous allez être à 2 multiples de la médiane pour la nuque. Vous êtes à 2 fois la nuque, puisque la nuque mesure 2 mm. Mais si je vous dis, non, 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 en fait, je me suis trompé, le fœtus n'est pas à 55, il est à 64, 63, 64. Mais que la nuque, vous l'avez bien mesurée, elle est à 2. Vous divisez 2 sur 1,3, 1,25, vous êtes plus qu'à 1,6 fois la médiane, au lieu de 2 fois la médiane. Vous allez dire, alors la différence c'est quoi? C'est énorme, parce que dans le tableau d'interprétation, quand vous êtes à 1,6 fois la médiane, vous multipliez le risque par 2, alors que quand vous êtes à 2 fois la médiane, vous multipliez le risque par 12. Est-ce que ça c'est clair? D'accord? Quand vous êtes trompé de 8 mm comme ça, etc., eh bien, vous passez, c'est-à-dire autrement dit, vous avez une dame qui a, allez, on va prendre un âge moyen, elle a 30 ans. À 30 ans, le risque d'avoir un enfant trisomique est de 1 sur 800. Dans ce premier cas, ça va passer à 1 sur 400. Dans celui-là, ça va passer à 1 sur 80. Vous êtes d'accord? Et il y a quand même une différence entre les deux. Ok? Là, je parle seulement de la nuque. Vous voyez, on n'est pas dans le risque combiné, on n'est pas dans la PAP A, on n'est pas dans juste pour ça. Mais si vous rajoutez l'erreur que vous allez faire avec la PAP A et l'erreur que vous allez faire aussi pour les mêmes raisons avec bêta-HCG, vous voyez que vous allez avoir une dame, au lieu d'avoir un risque sur 200, on va vous dire elle a un risque sur 30 000 et l'enfant va être trisomique au bout. Et quand vous allez pas, vous allez dire, il vous fait toujours peur avec l'expert, l'expert va dire, il va reprendre, il va dire, ben, attendez, là vous avez calculé le risque avec une LCC à 55, mais la LCC elle était mal mesurée. Et donc, si on refait les calculs, on voit qu'elle était à risque et qu'on aurait pu faire une MU7. Le BIP, encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce BIP, il doit être exprimé en millimètres. Il est mesuré à peu près comme pour le second trimestre, sauf qu'effectivement, la cavité septale, elle est moins visible. Puisque le corps calleux n'est pas encore présent, même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait des travaux sur la visualisation du corps calleux, mais regardez ici, on ne peut pas dire qu'on a une vraie cavité septale. Donc, au premier trimestre, c'est tout comme le second trimestre, sauf qu'il n'y a pas de cavité septale. Alors, moi, j'aime bien le DAT, et je vous dirai pourquoi après. Alors, juste pour vous dire pourquoi j'aime le DAT, en fait, j'aime le diamètre abdominal transverse, parce qu'il me permet de faire un contrôle de qualité de mon propre examen. C'est-à-dire, pendant très longtemps, j'avais compris que le BIP était toujours plus gros que le DAT au premier trimestre. Entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée, quel que soit l'âge, 11, 11 et demi, 12, vous en fichez de l'âge, vous avez toujours un BIP supérieur au DAT. Alors moi, je le mesurais en disant, voilà, je prends le BIP est à 20 mm, je mesurais le DAT. Ah, je trouve le DAT à 21. Je dis, ah bon, ma mince, tu t'es encore planté en mesurant le BIP. Je vais remesurer le BIP. Vous voyez, pour moi, c'était un contrôle qualité rapide. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça pouvait servir à plein d'autres choses. Donc, pour moi, le DAT était un contrôle qualité. Mais je vais revenir après dans l'avancée pour...
Alors, les items morphologiques, donc contour du crâne, pourquoi? Ben, c'est pour dépister l'anencéphalie et les encéphalocèles. La ligne médiane, c'est pour dépister les holoprosencéphalies. La paroi abdominale, c'est toutes les célosomies. Et les 4 membres, bien sûr, pour tout ce qui est anomalie sévère des membres. Je passe très vite pour vous montrer ici les exencéphalies. En fait, les anencéphalies sont des exencéphalies qui ont évolué. D'accord? Donc, c'est parce que, voilà. Donc, attendez, je vais laisser, voilà, le contour de la boîte crânienne. Je vais avancer un tout petit peu. La paroi abdominale. On va avancer parce que tout ça, vous le connaissez. Et les 3 segments de membres des quatre membres. Et franchement, c'est quand même l'échographie la plus facile pour les membres, puisqu'en plus, vous avez la chance au Maroc souvent que ce soit vous qui fassiez les 3 échos de votre patiente. Si vous faites bien une échographie au premier trimestre, vous êtes tranquille pour les membres pour le second et le 3e trimestre. Donc ça peut que vous apporter de l'aide à vous-même. Donc on dit, c'est facile le premier trimestre, c'est je commence par le nombre de fœtus, je regarde la longueur crânio-caudale de chaque fœtus, je mesure la nuque, je mesure le diamètre du pariétal, je mesure l'abdomen, je mesure le fémur. Comme ça, en plus, je suis sûr de l'avoir vu. Je regarde le placenta s'il est antérieur ou postérieur. Et je fais l'activité cardiaque. Là, encore une fois, moi, je ne le fais jamais sur... Ça, c'est pas mes clichés, c'est le cliché de Pierre Godard. Je ne le fais jamais sur le cordon, je le fais sur la tricuspide. Sur la nuque, est-ce que vous voulez qu'on revoie les critères de qualité ou est-ce que vous les connaissez? Hein? Le score de Hermann, si vous voulez, mais le score de Hermann, son problème au score de Hermann, c'est que, imaginez que vous avez, le score de Hermann, il y a 6 critères, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a 3 critères majeurs et 3 critères mineurs. Imaginez, alors le gros problème du score de Hermann, il l'a reconnu lui-même, c'est que si par exemple vous avez 5 critères de bon, d'accord, ça vous dit 7 sur 9, et que vous avez un seul critère majeur qui manque, mais ça peut complètement changer tout. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez mal vos curseurs, vous pouvez avoir tous les critères, donc 7 sur 9, vous dites, waouh, bien le score d'Hermann. Mais si vous mettez les curseurs mal, eh ben, vous ne pouvez pas interpréter la nuque. Donc il y a ces limites. Donc c'est pour ça qu'à la limite, il vaut mieux avoir 4 critères certains, et dont la flexion et les curseurs. Si vous avez ça, au moins qui est bien, donc plan sagittal, flexion et curseur. Le zoom aussi, mais si vous avez déjà ces 3-là, vous avez déjà un bon truc. D'accord? Donc effectivement, le plan sagittal, pendant très longtemps, le plan sagittal, notamment avec Hermann et avec Kypros Nicolaides, il disait ça. Il disait le plan sagittal, c'est les os propres du nez, le maxillaire, le menton, la colonne vertébrale en arrière. Et en fait, pourquoi il disait ça? Parce que la résolution échographique n'était pas suffisamment bonne pour voir tout simplement ça. Et en fin de compte, si vous avez une coupe passant par la faute du cerveau, ça c'est la faute du cerveau, passant par le diencéphale et le mésencéphale, eh bien vous êtes en coupe sagittale. Est-ce que je suis clair? C'est beaucoup plus rapide, vous en fichez des os propres du nez, et ce d'autant plus que si l'enfant a un trisomique 21, les os propres du nez vont être absents. D'accord? Donc vous allez dire, je passe par les os propres du nez, voilà. Et vous allez voir, là, dès demain matin, dès lundi matin, quand vous allez faire vos échographies, faites un effort pour faire la coupe en passant par le diencéphale et par le mésencéphale, et vous verrez qu'obligatoirement, vous passerez par les os propres du nez, par le palais et par le ventre. D'accord? Une fois que vous avez fait le diencéphale et le mésencéphale, juste attendez qu'ils soient en position dite neutre, c'est-à-dire en demi-flexion, et agrandissez votre image, et après, les choses sont faciles.
vous allez pouvoir mesurer la nuque comme il faut. Vous voyez que c'est très rapide et ça permet vraiment beaucoup d'amélioration. Là, c'est pour vous rappeler le diencéphale et le mésencéphale, avec là le départ de la moelle. Et obligatoirement, quand vous avez ça, vous avez les os prostrés et le palais. Je m'arrête une minute parce que je ne vais pas en parler tout à l'heure. Le palais est très intéressant parce qu'il y a une publication de Shawish, on pourra montrer quelques clichés, sur ce palais-là, sur cette coupe-là, à ce terme-là, s'il y a une fente palatine, elle se voit sur cette coupe-là. Et c'est beaucoup plus facile qu'au second trimestre. D'accord? Et d'où l'intérêt que vraiment vous regardiez, une fois que vous avez fait votre image, encore une fois, je ne vous demande pas de passer trop de temps à l'échographie du premier trimestre, mais si vous avez ce cliché-là, jetez quand même un coup d'œil sur le palais. Si vous avez un palais droit comme celui-là, c'est que vous n'avez pas de fente palatine. S'il y a un décalage, et je peux vous montrer des clichés de Shawi, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que vous avez une fente palatine. D'accord? Et c'est beaucoup, encore une fois, puisque c'est vous qui allez suivre la patiente, même si vous n'êtes pas sûr de vous, mais que vous dites attention, j'ai l'impression qu'il y a une fente palatine, ça va pouvoir vous aider pour après. C'est assez fiable pour la fente palatine. Et il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de Shawi, ça je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai que, en fait, c'est bien que tu poses la question, parce qu'en fait, quand vous regardez ça, vous regardez donc le palais, et il faut tourner la sonde à 90 degrés et voir à ce moment-là le triangle qui est en arrière du nez. C'est ce qu'on appelle le triangle de Valdo Sepulveda. C'est un Chilien, un mec hyper sympa, et qui a décrit ce signe-là. Et moi, quand j'ai un doute sur un décalage au niveau des maxillaires, au niveau du maxillaire supérieur, je tourne ma sonde et je recherche le triangle. Et encore une fois, comme pour le spina, pour le premier trimestre, si je ne suis pas sûr de moi, vu qu'en plus c'est vous qui surveillez, mettez au point en disant le palais, regardez le palais comme il faut au prochain trimestre. Vous voulez voir les... Alors on va avancer sur la nuque, parce que on va plus passer du temps. Pour tout le reste, si vous voulez, les réglages, etc., vous les connaissez. Alors maintenant franchement, oui, je voulais vous dire ça, la plupart des machines vous font des mesures automatiques de la nuque. L'avantage, là encore, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, quand Kypros Nicolaides a dit qu'on mesure la nuque, il a dit vous mesurez interne-interne. C'était très bien. Le problème, c'est que maintenant, le interne-interne est difficile à voir, puisqu'on n'a plus seulement blanc, noir et blanc, on a blanc atténué, gris, noir, regris et blanc. Et en fait, la plupart des machines, maintenant, vous mettez plutôt, alors là encore, au départ, quand on l'a décrit avec Marc, tout le monde s'est moqué de nous, vous faites un carré, et donc l'appareil tout seul va intégrer les brilles, etc., et faire un calcul. Et depuis qu'on fait ça en France, la plupart des gens ont eu une augmentation de leur médiane, donc qui correspond donc plus facilement à la normale. D'accord? Donc vraiment, utilisez de plus en plus ça. Alors là encore, vous allez dire, Georges, il adore le contrôle qualité. Moi, je l'utilise pour le contrôle qualité. C'est-à-dire, je mesure la nuque spontanément, et après, je mesure de façon automatique. Ce qui me permet de dire, alors si l'automatique me dit 1,9 et moi j'ai mesuré 1,2, je me dis, c'est soit elle, soit moi, mais il y a quelque chose. Donc j'essaie de voir qui a raison. Donc là, je ne vais pas, l'exigence du calcul de risque, c'est à peu près la même chose, donc je vais passer. Juste pour vous donner ici un exemple sur la médiane. Imaginez que vous avez fait, je ne sais pas, 60 mesures de nuque par an. On va dire, le minimum, 60 mesures de nuque. Et que votre population est population tout venant. Vous n'avez pas que des gens qui ont 40 ans, et vous n'avez pas que des gens qui ont 20 ans.
vous avez des gens qui ont 20 ans, 22 ans, 24 ans, 30 ans et 40 ans. Donc, si vous n'avez pas un biais de sélection, si je prends les mesures de nuque que vous avez, logiquement, vous devriez être le plus proche de une fois la médiane, c'est-à-dire la moyenne. Encore une fois, si je vous mesure là tous, je dois avoir une mesure de l'ordre en taille, de l'ordre pour les hommes de 1m74 et pour les femmes de l'ordre de 1m64. Si je vous mesure toutes les femmes et je trouve une moyenne de 1m50, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Puisque vous êtes des femmes qui représentent la population de femmes marocaines, il n'y a pas de raison que la moyenne soit 1m50. C'est que ma toise, elle n'est pas bien. Et si je mesure les hommes et que j'ai la moyenne 1m92, alors que je n'ai pas un biais de sélection, là aussi j'ai une anomalie. Donc nous, on donne le chiffre de la médiane à chaque personne en France. Tous les 6 mois. D'accord? Tous les 6 mois, vous recevez votre médiane. Et si votre médiane, elle est à 0,70, c'est que vous mesurez trop petit. Quel est le danger de mesurer trop petit? C'est que vous diminuez le risque de trisomie chez les dames, et si vous diminuez le risque de trisomie, vous aurez moins de dépistage. A contrario, si vous avez une moyenne de 1,2 ou 1,3 multiple de la médiane, c'est que vous allez augmenter le risque chez les dames, et donc faire trop d'amniosynthèse pour un même nombre de dépistages. Est-ce que vous suivez? Donc, le but est d'être le plus proche d'une fois la médiane. Est-ce que vous suivez? Donc, je peux vous montrer, là, après, là, on fera une petite pause et je vous montrerai les clichés qu'il y a besoin de montrer. Sans aucune prétention de ma part, je vous montre mon abonnement à Bionucal, d'accord? Mon abonnement à Bionucal fait que quand on a commencé Bionucal, c'est un logiciel qui vous donne votre médiane au fur et à mesure que vous mesurez des nuques. En 2010, j'étais à 0,83, multiple de la médiane. Je viens de recevoir ma dernière médiane, je suis à 0,99. D'accord? Donc, en fait, je dis que je me suis amélioré. Alors qu'en 2010, je me considérais Superman de l'échographie. Et là, on claque dans le visage, tu mesures trop petit. Donc, tu loupes, tu diminues. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je fais 5% d'amniosynthèse, en fait, j'en faisais que 3%. Puisque je diminue le risque. Est-ce que ça, c'est clair? D'accord? Et donc, c'est pour ça que il faut absolument faire avec peut-être le collège marocain d'échographie fétale, que vous puissiez avoir votre multiple de la médiane avec ça. Vous allez dire où je fais de la publicité pour les AMF, mais je pense que c'est important. D'accord? Alors, là, donc jusqu'à maintenant, excusez-moi, c'était une longue introduction, mais je crois que c'est quand même important de mettre tout le monde sur la même plateforme. Et puis, j'ai pris ça, c'est pas de moi, cette inversion de la pyramide n'est pas de moi, mais elle est de M. Nicolaïdes. M. Nicolaïdes avait dit qu'il y a quelques années, au départ, les médecins généralistes faisaient le suivi des grossesses un peu au départ, et le gynéco les voyait très peu à 16, un peu plus à 24, 28, beaucoup entre 30 et 36, et pratiquement énormément entre 37 et 41 pour préparer l'accouchement. Vous voyez, on disait à tout le monde, encore en France, on dit vous faites suivre par votre médecin généraliste et vous venez à partir de 32-34 semaines à la maternité. Or lui, il a dit non, on va inverser cette pyramide et on va faire beaucoup de choses à 12 semaines d'aménorrhée. À 12 semaines d'aménorrhée, on va orienter vers le médecin généraliste les femmes qui n'ont pas de risque supérieur à la moyenne. Donc le généraliste ou le gynécomètre peut les suivre. Et on va orienter une petite partie vers les gynéco-spécialistes en niveau 2, niveau 3. Et c'est de l'ordre de 15%. Et eux, il faut bien les suivre parce qu'ils sont potentiellement à risque. Donc, au contraire, on va donc à 12 semaines voir toutes les femmes, on va déterminer leur risque et on va les dispatcher. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la pyramide de soins. Et donc,
ça a donné ce que nous faisons actuellement à Tours, le calcul de risque au premier trimestre. Pour ceux qui connaissent et qui sont venus chez moi au CHU de Tours, au CHU de Tours, on a un service qui s'appelle Pregnancy, c'est-à-dire prévention des grossesses à risque dès le premier trimestre. Les dames arrivent, on les pèse, on les mesure, on prend leur tension, on fait l'échographie du premier trimestre. Sur cette échographie, on fait la LCC, on fait la nuque, on fait le BIP et le DAT, on fait les artères utérines, on fait le dosage du PLGF, de la PAP-A et de bêta-HCG, on fait la mesure du col, on regarde la cicatrice s'ils ont déjà une césarienne ou une cicatrice utérine, et on sort un rapport en disant, madame, et tout de suite ce rapport, parce que le dosage on le fait tout de suite, vous avez 1 sur 1743 risque d'avoir un enfant trisomie 18, 1 sur 10 000 d'avoir trisomie 21, 1 sur 100 pour avoir trisomie 13, risque de dysgravité plus élevé, donc il faut prendre de l'aspirine, risque d'accouchement prématuré, risque d'acréta, etc., risque de spina, et donc on va orienter les gens en fonction de ça. Globalement, 85% vont partir avec 0 risque pour tout, mais 15% vont avoir un risque pour une pathologie pour laquelle on va les suivre. Donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, et puis il y en a plein d'autres. Alors, cette diapositive est importante et elle dit que pour faire du dépistage, il y a 2 principes importants. Le principe d'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient cette démarche pour eux-mêmes, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je le répète là, on ne peut pas faire un calcul de risque de trisomie 21 fétal si la dame ne le souhaite pas. Elle est autonome, c'est à elle de décider, c'est à elle de nous dire si oui ou non elle veut un calcul de risque. On ne peut pas lui imposer un calcul de risque. Le deuxième principe, c'est le principe de justice, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où les gens habitent, au Maroc, en France, en Tunisie ou ailleurs, il faut leur pouvoir donner le même taux de dépistage que les autres. Il n'y a pas de raison que les gens qui habitent à Neuilly aient plus de soins que ceux qui sont à Moutier ou à Saint-Martin-de-Belleville, c'est-à-dire à une altitude de 1500 mètres où il n'y a pas de médecin. Il faut que tout le monde puisse bénéficier du même dépistage, encore une fois, si elle le souhaite. Donc, la trisomie 21 a été très longtemps la seule chose qu'on pouvait apprécier au premier trimestre. Pourquoi? Parce que c'est la première cause de retard mental dans le monde. Elle est en train d'augmenter de plus en plus du fait de l'augmentation de l'âge maternel pendant la grossesse. Et aujourd'hui, du fait d'une diminution du nombre d'enfants dans un couple, les femmes de plus en plus demandent d'avoir que 2 enfants, mais qu'il n'y ait pas d'anomalie chromosomique. Et donc on peut la dépister. Alors, voilà. Alors, quels sont les outils qui vont rentrer dans le calcul de risque? Vous le savez tous, c'est l'âge maternel, et je mets entre parenthèses, et l'histoire familiale, bien entendu. C'est-à-dire que si la dame a déjà un enfant trisomie 21, ou si elle a un frère trisomique, ou une sœur, etc., ça va changer le risque. Les marqueurs sériques, donc premier et second trimestre, on va revenir là-dessus. L'échographie, la nuque, mais aussi d'autres signes. Et plus récemment, l'ADN libre circulant, l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel, qu'on appelle communément DPNI ou TPNI, DPNI pour diagnostic prénatal non invasif, TPNI pour test prénatal non invasif, mais aujourd'hui la HAS refuse le terme invasif parce qu'elle dit que l'amniosynthèse n'est pas un geste invasif et la prise de sang l'est aussi invasive qu'une amniosynthèse. Donc on appelle maintenant ça l'ADN LC tri21, c'est-à-dire l'étude de l'ADN libre circulant pour la recherche de trisomie 21. On dit ça ADN LC tri21. Un rappel de ce que c'est qu'un risque de vraisemblance. Est-ce que vous savez tous ce que c'est un likelihood ratio, risque de vraisemblance? Franchement, dites-le moi. Non. Le risque de vraisemblance, le likelihood ratio, ou odd ratio aussi on dit en anglais, c'est le pourcentage de multiplication d'un risque quand il y a un signe. Autrement dit, si par exemple quelqu'un fume
on prend un groupe de 40 000 personnes, 20 000 personnes qui ne fument pas et 20 000 personnes qui fument. Et dans ces deux groupes-là, on va prendre, on va ce qu'on appelle faire un appariement, même âge, même autre chose. Il n'y a que la cigarette qui différencie ces deux groupes. 20 000 qui ont tout, même âge, même sexe, on dit par exemple que des hommes, c'est en problème, que les hommes, même antécédents familiaux, 20 000 la même chose, sauf que dans un groupe, il y a des gens qui fument un paquet